Madame la présidente, mesdames, messieurs, il me revient de clôturer par quelques mots cet intéressant après-midi. Vraiment, pratiquement du début jusqu'à la fin, j'ai pris des notes et j'ai noté avec intérêt toutes ces choses intéressantes qui avaient été dites. J'aimerais quand même, moi aussi, commencer par quelque chose qui a été dit tout à l'heure, c'est un salut à nos amis albanais. Je suis allé à Tirana ce printemps et je suis allé voir les membres du CNRI et de l'OMPI qui ont été accueillis en Albanie. Je le dis parce que, au moins, ce pays a eu le courage de les accueillir alors que la France, alors que beaucoup d'autres pays européens ne les ont pas accueillis. Je crois que l'Albanie mérite des applaudissements chaleureux et tout spéciaux. Et j'en profite, si, comme je l'espère, nos amis de Tirana assistent à ce colloque, je leur envoie vraiment le témoignage de toute ma sympathie. J'ai eu beaucoup de plaisir, beaucoup d'intérêt à les voir. Ils m'ont raconté ce qui s'était passé à Ashraf, ce qui se passait à Liberty. Réellement, de voir des gens qui expliquent concrètement ce qui s'est passé, si on n'était pas motivé, on le serait. J'étais déjà motivé, je le suis encore plus. Courage à vous, on ne vous oublie pas, on continuera de vous soutenir. Et pour en venir au sujet, et si je dis cela, c'est que nous sommes en France, nous sommes en Europe, et nous avons l'impression que tous ces problèmes d'abolition de la peine de mort, c'est très loin de nous, que c'est quelque chose qui se passe dans le lointain. Or, ça n'est pas vrai. Moi, je suis suffisamment âgé pour être entré dans la magistrature à l'époque où la peine de mort existait. C'était une réalité, et dans les cours d'assises, la peine de mort était requise, et du temps même du président qui a précédé François Mitterrand, la peine de mort était appliquée, du temps de Valéry Giscard d'Estaing. Ça n'est pas si vieux. J'ai assisté aussi à la période de François Mitterrand lui-même, d'ailleurs. François Mitterrand, c'est un exemple très important, car François Mitterrand n'a pas été au début contre la peine de mort, au moment de la guerre d'Algérie, etc. Au moment de périodes troublées, il a appliqué ce qu'était la législation de son époque. Et il est de ceux qui ont eu le courage, alors même que la majorité de l'opinion publique française n'était pas favorable à l'abolition de la peine de mort, à annoncer que s'il était élu, il l'abolirait. Ça avait été sous l'influence de Robert Badinter, qui, vous le savez, s'était bagarré personnellement, il était avocat, c'était une autre approche, mais c'est à eux deux qu'ils ont fait basculer l'opinion publique française, qui était une opinion qui n'était, je le répète encore, pas du tout convaincue. Et qu'est-ce que j'en déduis de cela ? C'est que me tournant vers d'éventuels Iraniens ou des étrangers qui sont dans des pays dans lesquels la peine de mort existe encore, eh bien, réfléchissez. Finalement, l'avenir de votre pays vous appartient à vous. C'est à vous de faire changer la législation. C'est à vous d'obliger vos gouvernements à adhérer à quelque chose qui est un progrès, qui est quelque chose d'indispensable, qui est la reconnaissance. C'est le symbole de la vraie reconnaissance des droits de l'homme que cette abolition de la peine de mort. Je le dis car je crois qu'en Iran, il y a beaucoup de personnes qui, peu à peu, suivent les propositions de l'OMPI. Et d'ailleurs, pour avoir fréquenté l'OMPI depuis très longtemps, j'ai vu que la position de l'OMPI s'était de plus en plus affermie, de plus en plus étoffée sur ce sujet. J'aimerais également rappeler que pendant toute cette journée de colloque, on nous a rappelé ce qu'était spécialement la situation à l'égard de la peine de mort en Iran. Je ne reviendrai pas, vous la connaissez bien, cela a été dit. Deux traits principaux. Premièrement, une législation qui permet la peine de mort et qui la permet dans des conditions tout à fait archaïques, dans la mesure où les qualifications, ce qu'on appelle les qualifications, c'est-à-dire les faits pour lesquels on peut prononcer une peine, sont extrêmement imprécises, dans la mesure aussi où les juges ne sont pas indépendants. Ils dépendent d'ailleurs du guide suprême et à peine du ministre de la Justice, c'est-à-dire qu'à tout moment, le guide suprême peut intervenir dans une décision de justice, ce qui est évidemment tout à fait aberrant. Deuxièmement, le nombre des peines est quelque chose de tout à fait exorbitant de ce qui se passe même dans les pays qui ont la peine de mort, c'est-à-dire qu'il y a des peines de torture qui sont associées, arracher un œil, couper une main, précipiter les gens d'une falaise, que sais-je.
des choses comme celle-ci, et l'exécution même des peines de mort, qui se fait, vous le savez, en Iran, par des pendaisons au bout d'une grue, et qui permettent aux gens, aux spectateurs, de voir les gens qui meurent pendant 10 minutes. Je rappelle une chose que nous avions vue sur une vidéo que nous avait montré Lumpy, l'exécution d'un groupe de 2 hommes et d'une femme dans une rue de Téhéran, devant une foule devant laquelle il y avait peut-être des enfants. On voyait le bourreau qui vérifiait que le nœud était bien placé pour les hommes sur la nuque et qui le mettait sous le menton pour la femme. Et on se demandait pourquoi. Ensuite, on voyait les 3 grues qui lentement s'élevaient et on voyait que les hommes étaient tués très rapidement parce que la façon de poser le nœud faisait qu'ils avaient la nuque brisée, alors que la femme gesticulait, gigotait pendant à peu près 10 minutes. C'est-à-dire que dans ce système, en public, de façon éhontée, on rajoute la torture à la peine de mort pour les femmes, d'ailleurs. Probablement qu'il s'agissait de dire que la peine le délit qu'elle avait pu commettre était beaucoup plus grave. Je crois que cela, on doit le dire, ceci est absolument inadmissible. Ceci fait que l'Iran, qui est un pays qui pourtant est un pays riche, un pays qui a un passé, un pays qui a des intellectuels, un pays qui a une culture, qu'un pays comme l'Iran n'a pas le droit de pratiquer des choses comme celle-ci. Que le fait que ce pays-là le fasse est absolument inadmissible et les Occidentaux doivent le savoir. J'évoquais tout à l'heure François Mitterrand qui, lors des élections présidentielles de 1981, avait eu le courage de dire qu'il abolirait la peine de mort. Bien, je dois dire qu'il était un politique courageux, alors que les politiques d'aujourd'hui n'ont pas ce courage et qu'ils courent beaucoup moins de risques. François Hollande, pour le nommer, ou Laurent Fabius, ne gagneront pas de voix, ils en gagneront peut-être même plus tôt s'ils ont le courage de dire, lorsqu'ils vont en Iran, de dire qu'ils voudraient que la peine de mort soit abolie. Ils n'osent pas le faire. Ceci est tout à fait choquant. Et je crois que nous devons, nous tous, là où nous sommes, citoyens, le rappeler à nos élus, leur dire qu'il faut demander à nos ministres de le faire. C'est absolument indispensable. Je termine rapidement par un autre aspect de ce qu'il y a de tout à fait choquant dans l'application de la peine de mort. Et Mariam Redjavi a eu, à mon avis, tout à fait raison d'insister, c'est ce mélange de religion avec l'exécution de ces peines. C'est-à-dire qu'on vous explique que c'est pratiquement Dieu qui veut qu'on fasse souffrir les gens et qu'on les tue, alors que la plupart les grandes religions monothéistes ont au moins en commun d'être des religions de compréhension, de charité, etc. Et certainement pas des religions qui conseillent la torture, comme on le voit ici. Je crois que ceci est tout à fait inadmissible et doit être dit. Et Lumpy, j'en viens à Lumpy, qui évidemment est au centre, parce que Lumpy se présente comme l'alternative à ce régime horrible de l'Iran. Lumpy, rappelons-le, et ça a été rappelé, a beaucoup donné. Et si un groupement d'Iran connaît la peine de mort, c'est bien Lumpy, car de très nombreux membres de cette organisation ont été exécutés, soit après des jugements, soit après des procédures tout à fait sommaires. Et ceci m'amène à rappeler un fait qui n'a pas été beaucoup évoqué ici, sauf par Mariam Redjavi un petit peu. C'est ce qui s'est passé en 1988. C'est déjà vieux, semble-t-il. Mais rappelons qu'en 1988, on a exécuté à peu près 30 000 personnes, dont beaucoup de très jeunes, des gens qui avaient été arrêtés 12, 13, 14 ans, qui étaient dans les prisons. Un beau jour, l'imam Khomeini, c'était lui à l'époque, a fait une fatwa en disant, puisqu'ils sont moudjahidines ou proches des moudjahidines, exécutez-les. Et on les a exécutés. Selon une procédure, j'insiste là-dessus, qui rappelle les pires moments de l'histoire de France, c'est-à-dire ce qui a existé en 1851, par exemple, lorsque Napoléon III a pris le pouvoir, il y a eu des révoltes en France, et à l'époque, on a arrêté des milliers et des milliers de personnes, mais on ne pouvait pas les faire passer devant les tribunaux parce que la foule aurait soutenu ceux qu'on allait condamner. On les a fait juger par des commissions spéciales, c'est-à-dire dans le secret par 3 fonctionnaires qui ont décidé de ceux qui seraient exécutés et de ceux qui ne le seraient pas. C'est ce qui a fonctionné en Iran, c'est-à-dire que ce qui, dans notre histoire, est considéré comme une des pires abominations, a été pratiqué à l'égard notamment de Lumpy dans le régime iranien. Mais le détail le plus extraordinaire de cette histoire, c'est que parmi ceux qui, dans le secret de quelques préfectures ou de quelques prisons, décidaient que tel ou tel gamin de 15 ans, de 17 ans, telle femme, etc., allait être immédiatement suspendu à une grue, ça se faisait derrière la prison, c'est quelqu'un qui, aujourd'hui, parade, c'est le ministre de la Justice de M. Rouhani. Ce ministre de la Justice qui va recevoir probablement
les parlementaires français qui vont se rendre bientôt en Iran avec la présidente de la commission des lois. Elle va certainement demander à la présidente de la commission des affaires étrangères, elle va demander à rencontrer les ministres. Eh bien, elle rencontrera cet homme-là. Alors, nous tous, nous devons lui dire de poser des questions sur ce sujet-là, de s'opposer à cela, de dire son indignation, cette indignation que j'essaye d'exprimer en vous disant, Madame Redjavi, combien je pense que vous êtes porteuse réellement d'une alternative pour ce pays. J'aimerais d'ailleurs, en terminant, profiter aussi de ce que peut-être le message est diffusé pour dire deux mots de ceux qui sont à Liberty, c'est-à-dire ceux qui ont été à Ashraf, ceux qui ont vécu non pas les assassinats, les meurtres de 1988, mais ceux tout récents de 2013, lorsque Ashraf a été attaqué. Car vous le savez, lorsqu'il y a eu l'attaque d'Ashraf, qu'est-ce qui s'est passé? C'est le système que je décrivais tout à l'heure, c'est-à-dire les exécutions sommaires. On a arrêté un certain nombre de gens, on les a exécutés d'une balle dans la tête, tout simplement, si je peux dire. C'était tout à fait la pratique de ce gouvernement iranien qui avait contaminé en l'espèce le gouvernement irakien. Et à ceux qui sont à Liberty, je leur dis que nous savons qu'ils savent qu'ils sont menacés en permanence de traitements du même genre. Ils savent qu'autour de Liberty rôdent des gens qui sont là pour faire de la provocation. Il y en a qui se prétendent des parents, des gens qui sont à l'intérieur. Il y en a d'autres qui prétendent venir leur apporter je ne sais trop quoi. Je dis à ceux de Liberty, nous sommes là à vos côtés, nous ferons tout pour vous soutenir. Et ce que nous souhaitons, c'est que vous soyez très rapidement libres, que vous puissiez venir éventuellement en Europe et que très rapidement le régime iranien soit renversé et qu'un régime différent, celui que propose le CNRI, soit mis en place. Je le rappelle, Mme Redjavi l'a dit, on ne dira jamais assez, une justice respectant les droits de l'homme et l'abolition de la peine de mort. J'en ai pas plus à dire. Madame la Présidente, nous vous souhaitons le plein succès dans votre combat.